Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce mercredi 12 novembre 2025. Tout de suite les titres. Algérie-Somalie, le président somalien qui effectue depuis lundi une visite officielle en Algérie visite l'unité de production de médicaments du groupe Saïdal à Alger. Algérie-Zimbabwe, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengreha reçoit la ministre de la Défense zimbabwéenne. Les détails dans ce journal. Guerre au Soudan, l'ONU appelle à mettre fin aux hostilités. En Angola, le pays célèbre ses 50 ans de souveraineté. Au nord, le président fondateur Neto. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, le président somalien qui effectue depuis lundi une visite officielle en Algérie, Hassan Sheikh Mahmoud, a visité ce mercredi l'unité de production de médicaments relevant du groupe Saïdal à Alger. Le président somalien a visité l'unité de production de médicaments solides destinés au traitement des maladies chroniques et le département de conditionnement des médicaments anti-cancéreux. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de vœux du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. En cette même occasion, le président mauritanien a réaffirmé l'engagement de son pays à poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations de coopération existantes entre les deux pays au service des intérêts des deux peuples frères. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également reçu un message de vœux du président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh. Dans son message au président algérien, le président de la République de Djibouti a affirmé sa volonté de continuer à renforcer les liens de fraternité et la coopération fructueuse entre les deux pays dans tous les domaines d'une manière qui serve les intérêts des deux peuples et renforce la sécurité et la stabilité dans la région, souhaitant au président de la République plein succès et la sécurité, la prospérité et le progrès continu au peuple algérien. Et le président de la République du Tadjikistan, Emomali Rahmon, a également adressé un message de félicitations au président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Il a présenté au président et au peuple algérien ses plus sincères félicitations et ses vœux, affirmant sa conviction que les relations amicales et la coopération mutuellement avantageuses entre les deux pays continueront de se développer au bénéfice des deux peuples et se réjouissent de voir ces liens se renforcer et s'approfondir davantage. Le président de la République du Tadjikistan a souhaité au président plein succès dans sa direction du pays ainsi que prospérité et bien-être au peuple algérien. Le président de la République de Croatie, Zoran Milanovic, a félicité également le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de l'anniversaire de la glorieuse guerre de libération et a souhaité à l'Algérie toujours plus de progrès et de prospérité. Le président croate a exprimé sa volonté de travailler au renforcement et à l'intensification des relations entre la Croatie et l'Algérie dans divers domaines au service des intérêts des deux nations. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé de répondre favorablement à la demande du président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal, a indiqué ce mercredi un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en date du 10 novembre 2025 une demande de Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, pays ami, concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal. Le président de la République algérienne a réagi à cette demande qui a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires en application de l'article 91 alinéa 8 de la Constitution et après
consultation conformément à la loi. Le président de la République a décidé de répondre favorablement à la demande de l'AMI, le président de la République fédérale d'Allemagne, et c'est l'État allemand qui prendra en charge le transfert et les soins du concerné, toujours selon le communiqué de la présidence de la République algérienne. Toujours en Algérie, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengreha, a reçu ce mercredi à Alger la ministre de la Défense et des anciens combattants de la République du Zimbabwe, Opa Moshiguri Kashira, qui effectue une visite en Algérie selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national et l'écoute des hymnes nationaux, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération militaire bilatérale ainsi que les voies et moyens de son renforcement. Elles ont également évoqué les défis sécuritaires de par le monde, particulièrement en Afrique, et ont échangé les points de vue sur les différentes questions d'intérêt commun. À l'occasion de votre visite en Algérie, je tiens à vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, en espérant que votre séjour parmi nous sera des plus agréables. Cette visite reflète la profondeur des liens fraternels et historiques qui unissent nos deux peuples, de même qu'elle consacre la volonté qui anime les hautes autorités de nos deux pays pour consolider les processus de coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. En effet, les relations historiques entre nos deux pays remontent à l'époque de la lutte commune de nos peuples respectifs pour la liberté, la dignité et la souveraineté nationale, tout en restant attachés à leurs principes et animés par la même détermination. Les deux ont continué, au lendemain de leur indépendance, à soutenir la lutte pour affranchir toute l'Afrique du joug colonial et de la ségrégation raciale. Les relations entre les deux pays se sont maintenues dans un esprit de respect mutuel, de solidarité sincère et de coopération constructive, et se caractérisent par la concertation permanente et la convergence des points de vue sur les questions majeures qui concernent notre continent. À cette même occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengreha, a souligné que l'Algérie considérait le Zimbabwe comme étant un partenaire fiable. On l'écoute. Ce partenariat s'est renforcé à la faveur de la visite officielle effectuée en Algérie au mois de juillet passé par Emerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, à l'invitation de son frère Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Cette visite a constitué une opportunité pour échanger les points de vue sur les voies et les moyens de renforcement de la coopération, ainsi que des concertations sur les questions africaines et internationales d'intérêt commun. Elle a également été sanctionnée par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans différents domaines. Sahara occidentale à présent, l'organisme d'accréditation régulier Autrichien a annoncé la suspension de toutes ses activités dans les territoires occupés du Sahara occidental, considérant qu'il n'est pas possible de mener des opérations d'accréditation sans respecter les normes fixées par les autorités sahraouies et sans fournir les garanties nécessaires à la délivrance des certificats. Au Maroc, des associations et organisations marocaines ont annoncé qu'elles organiseraient des manifestations le 29 novembre pour dénoncer la normalisation. Dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a réitéré son rejet catégorique de toute forme de normalisation, avec l'entité sioniste condamnant le mépris du Marzen pour les revendications de la rue marocaine qui réclame avec insistance l'annulation immédiate de tous les accords néfastes et menacent la sécurité et la stabilité de la région.
Et la mission d'appui des Nations Unies en Libye a indiqué que la représentante spéciale du secrétaire général Anna Tété et sa chef adjointe chargée des affaires politiques Stéphane Khoury ont rencontré une délégation de figures dirigeants de l'ancien régime. Selon un communiqué de la mission, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de l'AMANUL pour élargir son dialogue avec les différentes composantes de la société libyenne concernant la feuille de route politique, y compris un dialogue structuré. La mission a réaffirmé son engagement à dialoguer avec l'ensemble des Libyens à travers le pays pour la mise en œuvre de cette feuille de route, tout en soulignant l'importance d'une participation inclusive et de la mise en place de mécanismes de suivi efficaces afin d'augmenter les chances de réussite et d'application des résultats. Et dans le dossier soudanais de ce journal, le Conseil de souveraineté transitoire du Soudan a déclaré que des puissances régionales et internationales complotaient contre le pays et les nations du continent afin de piller et de partager les richesses de l'Afrique. Dans des déclarations à la presse, le membre du Conseil de souveraineté Yasser Al-Atta a affirmé que l'objectif de la guerre contre le Soudan est d'en faire un foyer de conflits et de troubles qui s'étendront à toute la région. Et les Nations Unies alertaient sur l'aggravation de la crise dans l'État du Darfour Nord où les violences s'étendent au-delà de la capitale Al-Fasher suite à la prise de contrôle de la ville par les forces de soutien rapide. Au Soudan, nos collègues humanitaires alertent sur l'aggravation de la crise dans l'État du Darfour Nord. Les violences s'étendent au-delà de la capitale, Al-Fasher. Suite à la prise de contrôle de la ville par les forces de soutien rapide le 26 octobre, des affrontements continuent d'être signalés le long des principaux axes routiers, piégeant des civils et coupant l'aide humanitaire. Depuis cette date, près de 89 000 personnes ont fui Al-Fasher et les villages environnants, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Nombre d'entre elles ont trouvé refuge dans les localités de Tawila, Mélit et Sarafomra, tandis que d'autres se sont rendus à Daba, dans l'État du Nord. À Tawila et Daba, nous et nos partenaires fournissons entre autres aide essentielle, de la nourriture, de l'eau potable, des services d'assainissement, des soins de santé et un soutien psychosocial. Mais le besoin dépasse largement les ressources disponibles. Certaines familles d'Al-Fasher ont trouvé refuge dans la localité de Tina, près de la frontière soudano-tchadienne, où les volontaires locaux signalent près de 3000 personnes déplacées ont un besoin urgent de nourriture, d'abri et de soins de santé. Pour sa part, l'Organisation internationale pour l'immigration a indiqué que des dizaines de milliers de Soudanais ont été déplacés des États du Darfour Nord et du Kordofan Nord à l'ouest du pays. Dans un communiqué publié mardi, l'organisation a précisé qu'environ 89 000 personnes ont fui Al-Fasher et les villages environnants, se réfugiant dans la ville de Tabila, tandis que d'autres se sont déplacés vers Daba dans l'État du Nord. L'OIM a ajouté que les violences dans l'État voisin du Kordofan Nord ont entraîné le déplacement d'environ 39 000 personnes au cours des 2 dernières semaines. Les habitants déplacés de la région du Kordofan Nord, ravagée par la guerre au Soudan, ont exprimé leur besoin urgent d'une aide accrue, tandis que l'Agence des Nations Unies pour l'immigration avertit que les opérations humanitaires en cours dans la région étaient au bord de l'effondrement. Nous avons un besoin urgent d'eau, c'est plus important que tout le reste en ce moment. Nous souffrons d'une pénurie d'eau, nous avons aussi besoin de toilettes car faire nos besoins en plein air nous expose à des maladies comme le choléra et d'autres. Il serait bien préférable d'installer des toilettes traditionnelles. Nous avons également besoin de médicaments car il y a ici des personnes malades qui souffrent beaucoup et qui ont besoin de soins. Nous avons aussi besoin de matelas et de couvertures car c'est l'hiver et nous sommes arrivés
ici sans rien. C'était mon oncle et nous étions régulièrement en contact avec lui, mais suite aux récents événements survenus à Al-Fasher, nous avons perdu le contact. Nous communiquions auparavant par des réseaux sociaux, mais depuis, nous ne trouvons plus aucune information à ce sujet sur ces plateformes. Certaines personnes disent n'avoir rien mangé et honnêtement, il y a tellement de personnes déplacées qui ont besoin d'un soutien accru. Nous appelons les organisations internationales et humanitaires à soutenir les soupes populaires afin qu'elles puissent venir en aide à un plus grand nombre de personnes nouvellement déplacées. Toujours au Soudan, près de 80% des établissements de santé dans les zones touchées par le conflit ne sont plus opérationnels, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Il souligne en outre que le Soudan est confronté à la pire épidémie de choléra depuis des années, qui a coûté la vie à plus de 2400 personnes. Des millions de personnes s'y trouvent en danger. Et le groupe A3+, au Conseil de sécurité de l'ONU, a appelé à New York au renforcement de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud sur les plans financiers et techniques, invitant la communauté internationale à s'impliquer davantage dans le règlement du conflit qui mine ce pays. Les pays africains ont annoncé hier mardi que la 32e conférence des Nations Unies sur le changement climatique se déroulera en Éthiopie en 2027. Cette décision a été confirmée hier à Belém par Richard Muyunji, président du groupe des négociateurs africains à l'issue de la COP30 en cours au Brésil. La COP qui change de région chaque année verra donc pour sa 32e édition l'Éthiopie accueillir les délégations du monde entier. L'Angola a célébré mardi à Luanda son jubilé d'or de l'indépendance vis-à-vis de la domination coloniale portugaise, avec un grand défilé militaire et des spectacles culturels en présence de plusieurs dirigeants régionaux. Les festivités ont été marquées par des défilés de troupes, des danses traditionnelles et une foule nombreuse massée le long des rues. Regardez. Et dans le même contexte, le ministre algérien des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalek Tashrif, a pris part mardi soir en qualité de représentant du gouvernement à une cérémonie organisée par l'ambassade de la République d'Angola en Algérie à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Selon un communiqué du ministère, Tashrif a présenté au nom du gouvernement algérien ses sincères félicitations et vœux au gouvernement et au peuple ami de la République d'Angola, leur souhaitant davantage de progrès et de prospérité. Permettez-moi, sur ce, d'ouvrir une parenthèse pour adresser ma profonde reconnaissance et gratitude du peuple angolais à l'Algérie, Monsieur le ministre. Cette reconnaissance et gratitude font suite à la cérémonie du 16 novembre 2025, donc au cours de ce mois, au cours desquels deux anciens chefs d'État algériens ont reçu la médaille d'honneur pour leur contribution à l'indépendance de l'Angola. J'ai cité Ahmed Bembela et Wari Boumediene. Au Ghana, au moins 6 personnes ont trouvé la mort ce mercredi à Accra, la capitale du pays, dans une bousculade lorsqu'une foule de candidats
Un recrutement militaire a forcé les grilles d'un stade, selon l'armée, a indiqué l'armée dans un communiqué. La bousculade s'est produite au stade sportif Al-Wak lorsque de nombreux candidats ont enfreint les protocoles de sécurité et se sont précipités à l'intérieur avant le début prévu de la session de recrutement. Des mouvements de foule meurtriers ont déjà endeuillé des recrutements et des événements publics au Ghana. La direction de l'Afrique du Sud à présent, où les communautés de pêcheurs côtiers du pays sont déjà confrontées aux réalités du réchauffement des océans et des politiques restrictives à Al-Falz Bay. Les pêcheurs estiment que le changement climatique affecte les poissons. On les écoute. Climate change is affecting our fish here. Le changement climatique affecte nos poissons ici. Vous voyez, notre poisson ne vient pas tous les jours, mais dans les années passées, vous pouviez venir et jeter le filet, vous aurez plein de poissons. Mais maintenant, ces années, il n'y a plus rien. Je ne peux pas parler seulement pour moi, je dois parler pour toute mon équipe. Vous voyez, si je pars sans argent, eux aussi. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture à mettre sur la table pour la journée. C'est le ministère des Pêches ou qui que ce soit d'autre qui était en charge, mais le but est venu pour dire que les scientifiques disent il n'y a pas de poissons dans la mer. Le mot surpêche, j'ai eu des doutes là-bas parce que je me répète, les poissons se protègent lorsque le courant se déplace. Nous avions l'habitude de pêcher la limonde à queue jaune, le kébil-joue, le gilbec, tous les types de poissons. Donc, quand je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas dire que les poissons s'épuisent et qu'il n'y a pas de poissons dans la mer et que le réchauffement climatique et tout ce que cela affecte. Comment se fait-il que le réchauffement climatique nous affecte, mais n'affecte pas les bateaux de haute mer? Ils pêchent du poisson tous les jours et ils vont voir. Au Nigeria, une exposition célébrant la vie et l'héritage du pionnier de l'afrobeat Fela Kuti. L'exposition présente 440 articles, dont des souvenirs personnels, des photographies, des peintures et des vidéos des performances du musicien. Les visiteurs ont pu également profiter d'interprétations directes de sa musique par d'autres artistes nigérians. Regardez. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une exposition qui s'inspire de ce que les Français ont fait au départ. Mais nous l'avons rendue 3 fois plus grande. Ainsi, non seulement vous allez découvrir la vie, l'activisme et la musique de Fela, mais nous ajoutons également une programmation héritée à ce que nous faisons. J'ai rencontré quelques jeunes gens tout ce qu'ils ont, c'est cette image de Fela, mais cela les a exposés à différents aspects et qu'ils ne connaissent pas, et je pense que cela les lancera dans un voyage. C'est une exposition qui va faire voyager les gens pour en savoir toujours plus sur cet homme, l'artiste, l'activiste, le politicien, le musicien, l'homme en somme. En Égypte, l'exposition internationale d'art contemporain intitulée Forever is Now se tiendra pour sa 5e édition aux Pyramides de Gizeh. Une conférence de presse a dévoilé une programmation exceptionnelle. 10 artistes internationaux y prendront part. L'exposition invite le public à explorer les couches mythiques et historiques du plateau de Gizeh, un événement culturel qui célèbre ainsi l'éternelle rencontre entre passé et présent.
Sport football, le Nigeria, le Cameroun, la RD Congo et le Gabon qui totalisent 15 participations à la Coupe du Monde prendront part au barrage africain prévu du 13 au 16 novembre qui décideront de l'équipe africaine participante au tournoi de barrage de la FIFA pour le mondial 2026. Les 4 sélections ont fini par les meilleurs deuxièmes des qualifications CAF pour le mondial 2026. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.